Bonsoir à tous, je m'appelle Irène Lopez, je suis journaliste au Moniteur des pharmacies et c'est un live très particulier auquel je vous convie ce soir. Très particulier parce que nous allons parler d'installation d'officine et surtout de sa réussite. Et oui, c'est le thème de ce soir, réussir son installation en officine. Et cette émission a été organisée par le Moniteur des pharmacies avec le soutien de la coopérative Astera. Alors ensemble, nous allons aborder 3 points essentiels. On va commencer par définir son projet d'installation. On va continuer par l'accompagnement financier et juridique. Et puis, on terminera, sujet et pas des moindres, sur la gestion et le management de l'officine. Ce live, nous le voulons très interactif, c'est-à-dire que tout au long de l'émission, vous allez pouvoir nous poser des questions et nos experts vont y répondre de préférence au fil de l'émission. Et sinon, on va se laisser 5-6 questions à la fin de l'émission pour répondre aux questions qu'on aura mis de côté involontairement. Et ce sont nos experts qui vont y répondre. Alors, voilà, je suis accompagnée d'experts, bien évidemment, je viens de vous le dire. Et à mes côtés, pour commencer, j'accueille Geoffrey Blondel. Bonsoir Geoffrey. Bonsoir Irène, merci pour cette invitation et très heureux de participer à ce webinaire pour réussir son installation en pharmacie. Le plaisir est partagé. Geoffrey, vous êtes directeur de la gestion officinale chez Astera. Alors, je vais contextualiser très très brièvement, c'est-à-dire que je vais revenir sur le pourquoi de cette émission. Quelle est sa genèse ? Si on se parle aujourd'hui de réussir son installation en officine, c'est parce qu'il y a un pourcentage à retenir, à mon sens, c'est le taux de rendement annuel. C'est le meilleur investissement possible. Vous allez pouvoir pousser les portes de n'importe quelle banque. Il n'y a pas d'autre placement financier à risque égal. Il n'y a pas d'autre meilleur placement financier. Le taux de rendement s'élève. Le taux de rendement s'élève à 12%, voire à 14%. Et ça, ce sont des chiffres hors Covid. C'est-à-dire que la crise sanitaire, en fait, elle a complètement biaisé les statistiques. Donc, on peut dire effectivement que c'est hors Covid, entre 12 et 14%. Une fois que j'ai dit ça, j'ai mis des étoiles dans les yeux à tous nos internautes. Geoffrey, quel est le contexte général ? Non, le contexte, il est bon. Il n'a jamais été aussi bon. En tout cas, si on voit les chiffres 2021 et 2022, ils ont été formidables. La croissance a explosé. Alors, vous l'avez très justement dit, le Covid a apporté des revenus supplémentaires très importants, 1,4 milliard en 2021, 1,7 milliard en 2022. Donc ça représente 70 000 € de marge supplémentaire moyenne pour une pharmacie en 2021 et plus de 80 000 en 2022. Donc là, vraiment, ces chiffres-là sont bons, la pharmacie progresse, il va falloir quand même effectivement les retraiter. Lorsque la personne va s'installer, lorsqu'elle va analyser le bilan avec son expert comptable spécialisé en pharmacie, il va savoir retraiter ces éléments-là, ainsi qu'au niveau de la marge, où là on était à 32%, où on a bien 2 points de plus. Le BE également a été boosté par le Covid. Mais la tendance, de toute façon, est bonne. Ce qu'il faut dire, c'est qu'on est sur un marché de la santé, un marché avec une population qui vieillit, donc des besoins assurés, et sur une législation en France qui préserve et qui protège encore aujourd'hui la pharmacie. Donc oui, un bon marché, des bonnes perspectives. Les derniers chiffres d'Interfimo sur les prix il y a un effet taille, on voit donc des prix plus d'1,2 million, moins d'1,2 million, mais les deux chiffres progressent. On a aussi des taux d'intérêt qui peuvent un peu bousculer le marché aujourd'hui, puisqu'on est passé de 0,7 là à 3,7, 4%. Donc on a des choses qui peuvent... Mais bon, on a eu des taux comme ça plus élevés dans le passé, et on a continué à acheter des pharmacies. Donc, pas de quoi non plus avoir peur ou se freiner. De forts départs à la retraite, on a eu des records ces dernières années de départs à la retraite, la CAVP les enregistre. On a donc probablement encore beaucoup de départs à la retraite qui se profilent, donc de nombreuses occasions de reprendre une officine. Donc ces chiffres sont très bons. On sait les retraiter avec le Covid et c'est ce qui permettra d'analyser très clairement la position de l'officine qu'on va reprendre. Donc les planètes s'alignent, c'est vraiment le moment de s'installer. J'ai envie qu'on parle un petit peu du métier qui se transforme. Le métier se transforme depuis 20 ans, on n'arrête pas de le dire, mais depuis le Covid, vraiment, les pharmaciens, vous avez été en première ligne. Est-ce qu'on ne peut pas dire que le métier de pharmacien retrouve ses lettres de noblesse et que la jeune génération a beaucoup d'appétence pour ça ?
Oui, la jeune génération est très demandeuse de ces nouvelles missions, du fait d'être plutôt un professionnel perçu comme un professionnel de santé plutôt que comme un commerçant. L'épicier, c'est fini, vraiment, Bah, Geoffrey? c'est pas que c'est fini, c'est qu'aujourd'hui, avec le Covid, euh, tout le monde s'est rendu compte. Vous voyez, les patients, à un moment donné, tout était fermé. Qu'est-ce qui continuait à clignoter? La croix verte. Là, on pouvait rentrer, on pouvait avoir du soutien, avoir du gel, des masques, et puis après, on a pu avoir des tests. S'il n'y avait pas eu ce maillage que représente la pharmacie sur tout le territoire, cette puissance de feu que représente le réseau officinal, eh bien, on n'aurait pas pu vacciner, tester comme on l'a fait. Donc oui, les nouvelles missions, on voit que les autorités de santé se sont aperçues. Vraiment, là, avec le Covid, je pense qu'ils ont pris conscience du rôle de professionnel de santé, vraiment du pharmacien, et donc les nouvelles missions qui avaient déjà été, on va dire, votées, et puis les nouvelles qui vont arriver, raffermissent ce rôle de professionnel de santé qui, à mon avis, pour les étudiants, pour les adjoints, est une très très bonne chose. D'ailleurs, il s'installe de plus en plus tôt. Donc, avant, ils attendaient un certain temps. Là, au bout de 3 ans, 4 ans, 5 ans, on peut avoir des installations. Et dernier point à noter important, on voit ce rôle de professionnel dans la rémunération. 60% de la marge sur la TVA de 10 est représentée par les honoraires aujourd'hui, d'accord, plus par la marge. Donc, on parlait d'épicerie, là, c'est vraiment l'honoraire qui prédomine. D'accord, merci pour cet état des lieux. Donc, on sait qu'il faut y aller, ça y est, mais par contre, comment est-ce qu'on y va? Il faut se poser les bonnes questions et pas uniquement des questions business. On va voir que s'installer, c'est aussi un projet géographique, un projet familial. Donc, on va creuser tout de suite ces questions avec notre première séquence d'émission, bien définir son projet d'installation. Nous avons Fabien avec nous, Fabien Carême. Bonsoir Fabien. Bonsoir Irène. Fabien, vous êtes installé à Paris dans le 3e arrondissement depuis novembre 2021, donc c'est presque tout récent, c'est votre première installation. C'est exact. Votre officine a une surface de 50 mètres carrés, c'est comme ça que vous me l'avez décrite. Et la patientèle, en gros, en semaine, vous avez des bureaux et puis le week-end, vous avez la chance d'avoir des touristes. Tout à fait. En gros, c'est ça. Comment est-ce que vous avez préparé ce projet? Est-ce que vous vous êtes posé beaucoup de questions? Alors en effet, oui, je me suis posé beaucoup de questions, mais je ne l'ai pas forcément réellement préparé à proprement dit. Il faut dire que j'avais pour objectif de travailler dans beaucoup de pharmacies pour avoir un maximum d'expérience. J'allais postuler sur un poste à Mayotte et puis au même moment, j'ai rencontré la fille qui allait devenir ma femme. Et donc du coup, je suis resté sur Paris. Et au bout de 2 ans, on a commencé à regarder de comment pouvoir s'installer. Donc on a j'ai démarché. Et puis, on va dire que j'en ai vu 3-4. Ça ne me plaisait pas. Une 5e, ce n'était pas incroyable. Je rentre dans celle-ci que j'ai achetée il y a 1 an et demi. Et c'était l'opportunité. Et vous êtes resté à Paris et on se félicite, vu voilà, effectivement le contexte actuel à Mayotte. Fabien, si je comprends bien, votre catalyseur, ça a été l'opportunité. Alors certes, c'est un cas de figure, il en existe plein d'autres, chaque histoire est singulière. Vous allez d'ailleurs nous l'expliquer, Geoffrey, mais avant, regardons le témoignage de Frédéric Lanlot. Frédéric est une pharmacienne titulaire installée à Antony dans les Hauts-de-Seine. Mon projet d'installation, ça s'est fait tout à fait par hasard. J'avais pas l'intention de m'installer, j'étais déjà adjointe dans cette pharmacie. Le titulaire a décidé de vendre et c'était une période où j'avais envie de changer un petit peu de la routine habituelle. Et je me suis dit pourquoi pas, donc j'ai postulé, j'ai cherché un comptable, j'ai fait un montage et ça s'est fait tout naturellement en fait. Lorsque j'ai repris la pharmacie, mon ambition était d'acquérir une nouvelle expérience en tant que titulaire et j'avais envie de bénéficier aussi des nouvelles constructions qui étaient en cours pour développer la pharmacie. J'ai refait la devanture pour dynamiser aussi, se faire mieux connaître. Je dirais avant tout qu'il ne faut pas se forcer. Moi, je me suis installée très tard. Je ne le sentais pas. C'était pas un souhait profond. Il faut le faire quand on le sent. Il ne faut pas répondre à la pression. Parce que des fois, c'est mal vu de ne pas vouloir s'installer. J'étais pas installée, ça me manquait pas. Je me suis installée parce que c'est un choix.
Quand on s'installe, il faut savoir aussi que c'est très prenant. Donc, il faut faire la part des choses et faut se lancer quand on en ressent le besoin. Alors nous venons de le voir, Frédéric, elle, a pris son temps. Fabien, vous marchez à l'instinct et à l'opportunité. Chaque projet est singulier, chaque histoire est particulière, je le disais. Il y a cependant une constante, c'est l'humain, Geoffrey. Oui, l'humain important lorsque vous avez... humain très important. Lorsque vous avez à choisir une officine, à vous lancer, vous êtes adjoint, vous avez bien sûr votre travail, là, mais il faut construire son projet. Avant tout, l'humain et réfléchir à soi. Quelle typologie d'officine ? Fabien l'a dit, il a fait plusieurs officines pour essayer de trouver ce qui lui convenait le mieux. Il faut se baser sur cette expérience pour pouvoir choisir. Soit c'est indifférent, soit vraiment on a une appétence pour une certaine typologie d'officine. Ensuite, est-ce qu'on s'associe ou pas? Est-ce qu'on veut quelqu'un qui soit complémentaire? Par exemple, on est plutôt orienté vers le front office, vers le comptoir, et on cherche un titulaire, un associé qui va s'occuper peut-être du back-office. Donc, est-ce qu'on est prêt à partager le management, le pouvoir, le capital aussi, mais parfois pour s'installer et puis pour avoir plus d'apports, certains peuvent aussi opter pour l'association. Il y a aussi la vie personnelle, c'est très, très important aussi de se poser la question de la situation familiale, puisqu'on va emmener un peu la famille dans ce projet, qui est certes intéressant, on l'a vu, mais il faut qu'il y ait une base solide pour qu'ensuite la personne soit à l'aise, que lors de son management avec les équipes sentent que la personne est positive et bien dans ce qu'elle fait. Donc, bien sûr, voir les contraintes liées à la famille, mais les contraintes aussi financières de la famille, pour les prélèvements, ce qu'on va pouvoir allouer à l'officine, ce qu'on va pouvoir s'allouer comme rémunération, les éventuelles études des enfants, etc. Tout ça, ce sera pour le plan financier, c'est important à prendre en compte. Il y a aussi un autre point, c'est important, la matrice SWOT, pour évaluer le projet. En fait, SWOT, c'est des acronymes anglo-saxons, mais c'est force, faiblesse, opportunité, menace. Moi, je conseille aux adjoints de mettre sur le papier, lorsqu'ils ont un projet, les faiblesses qu'ils ont repérées du projet, les forces, les opportunités, puis les contraintes, puis les menaces qu'il pourrait y avoir. Ça permet de poser les choses et d'y réfléchir d'une manière plus factuelle, plus claire, plus ordonnée. Enfin, il faut se positionner ensuite sur le marché en se disant quel va être mon projet. Parce que quand on va rechercher l'emprunt bancaire, il va falloir qu'on positionne sa pharmacie, qu'on ait une stratégie et qu'on emmène ses équipes vers cette stratégie. Alors Geoffrey, on a des questions, chers internautes, vous pouvez poser dans la barre de chat vos questions ou vos remarques. On les prend au fil de l'eau et on fera aussi un petit temps de questions-réponses à la fin. Mais d'ores et déjà, une pharmacienne, c'est Christine, qui nous demande, vous parliez de typologie, Geoffrey, est-ce que c'est judicieux d'investir dans une petite pharmacie? Est-ce que tout de suite on peut se dire, moi je ne veux pas voir les choses en grand, moi c'est un chiffre d'affaires de 1,3 million? Oui, c'est pas parce qu'il y a une distinction qui a été faite, par exemple, des pharmacies de plus d'1,2 million et moins d'1,2 million, qu'une petite pharmacie ne va pas être une bonne première installation et un bon premier investissement. Il va falloir étudier avec son expert comptable spécialisé vraiment la situation de cette pharmacie, mener tout ce dont on a parlé là, puisqu'on va parler par la suite concernant les audits que l'on va faire. Mais oui, ça peut être une bonne affaire, sous réserve, effectivement, d'avoir posé le diagnostic complet. D'accord. Et on va y revenir effectivement tout à l'heure. Avant, Fabien, j'aimerais qu'on rentre dans le quotidien de votre officine pour savoir comment est-ce que c'est, quelles sont les spécificités de votre officine. Eh ben, déjà, j'ai une petite pharmacie. J'ai 50 mètres carrés avec, y compris les tiroirs de rangement et même mon bureau. Donc, on ne peut pas faire forcément grand-chose, mais on a un beau métier. Donc, on va faire quand même pas mal de choses. Moi, j'ai mis l'accent sur l'aroma phyto-herboristerie. Personnellement, j'aime beaucoup l'herboristerie. Et j'ai mon adjoint qui est très, très, très calé dans ce système de soins. On fait beaucoup de vaccinations, bien entendu. Maintenant, les missions du pharmacien se sont considérablement exagérées, notamment la vaccination, les entretiens femmes enceintes. Et puis, prochainement, j'espère avoir plus de dynamisme pour enfin débloquer une enveloppe de travaux et puis avoir un coin alloué pour faire les entretiens thérapeutiques. Voilà.
D'accord, donc votre dada, c'est l'aroma phyto-herboristerie, mais effectivement, vous êtes en train de développer d'autres services, donc on parle de pharmacie servicielle. Ça, c'est votre patte, Geoffrey, ça, c'est votre patte, Fabien. Geoffrey, justement, je voulais vous demander, comment est-ce qu'on peut analyser l'officine que l'on va reprendre? Est-ce qu'il faut qu'elle ait des caractéristiques très précises, ou alors c'est nous qui allons insuffler la patte? Alors, la pharmacie qui va vous être proposée, vous avez un peu défriché avec ce qu'on a vu tout à l'heure comme première grille de choix Oui. que vous avez mis en place pour essayer de cibler ce qui va vous convenir. Mais ensuite, il va falloir creuser. Mhm. Il va falloir faire plusieurs audits. On a d'ailleurs avec le groupement de Serpent-Rouen Astera qui s'appelle Santalis, on a fait un guide pratique de la reprise d'officine où on détaille très clairement toutes ces audits qu'il faut faire. Je pense que ces audits sont nécessaires. Alors, il faut bien y penser parce que c'est vrai que dans le mouvement, ça va être très rapide. Au moment où vous avez l'opportunité, vous travaillez. Donc, quand on parle de ces audits-là, ça paraît difficile, mais si vous choisissez les bons professionnels et si vous avez les bons réflexes et vous savez vite où aller chercher, ça peut se faire très, très bien. Donc, plusieurs audits. L'audit de la concurrence, l'audit des prescripteurs qu'il y a autour de cette pharmacie, savoir, parce que j'ai certaines pharmacies où des fois, il y a 5 médecins, mais il y en a 3 qui peuvent partir à la retraite. Il faut mieux le savoir avant. L'agencement, l'informatique, et puis 2 audits très importants, le juridique. Le juridique avec le bail, entre autres, toutes ces choses-là, s'il y a un pacte d'associés à faire. C'est très important de se poser cette question-là et de faire l'audit. Et puis l'audit financier. Capital, on a à Serpent-Rouen des conseillers financiers qui assistent bien sûr le repreneur pour travailler main dans la main avec l'expert comptable et faire cet audit financier. Parce qu'ensuite, il va falloir montrer tout ça, montrer surtout aux banquiers qu'on a bien compris, qu'on a bien cerné l'officine que l'on va racheter, qu'on a bien compris tous les tenants et les aboutissants, tout ça, qu'on a mis dessus une bonne stratégie. Fabien, pour vous, comment est-ce que ça s'est passé, votre installation? Alors moi, comme j'avais beaucoup travaillé auparavant, j'avais constitué quand même un apport assez conséquent. Ma maman m'a prêté aussi un peu d'argent, donc j'avais un petit pécule, mais ce n'était pas suffisant pour acheter une pharmacie en règle générale, et puis encore moins la mienne, celle que j'ai achetée maintenant. Donc avec Astera, parce que j'ai beaucoup bossé avec la SERP, et j'avoue j'ai bien accroché avec la SERP, on m'a proposé un prêt booster, qui après, via un montage avec Interfimo, donc du LCL, m'a permis d'avoir l'apport nécessaire pour acheter la pharmacie. Voilà. Mais ce qui est important surtout, et là je me permets de prendre un petit peu de temps, il y a 4 acteurs majeurs dans l'achat d'une pharmacie, notamment avec le transactionnaire qui effectue un boulot absolument monstrueux et primordial, et un expert comptable. Voilà, l'expert comptable, lui, va vraiment tout analyser. C'est comme l'a dit Geoffrey tout à l'heure, c'est votre meilleur allié dans la préparation. Et puis effectivement, il y a le prêteur. Oui, donc il y a moi déjà, et il y a l'avocat et le prêteur, forcément, c'est ce qu'on a évoqué auparavant. Et comment est-ce que vous l'avez choisi, du coup, ce prêteur? Ce prêteur, Astera, qui est le grossiste. comme je vous ai dit, j'avais travaillé avant avec plusieurs pharmacies qui travaillaient avec la SERP, parce que Astera, c'est l'enseigne qui a la SERP. Non, on ne prête pas, on cautionne. Vous cautionnez. On cautionne. C'est tellement mieux dit, vous avez raison. Mais c'est la banque, en l'occurrence Interfimo. Les mots ont leur importance. Et du coup, vous vous êtes posé des questions avant de le choisir? Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Pas vraiment. En fait, là, encore une fois, je veux dire, une période de ma vie m'a souri à ce moment-là, et on m'a dit de faire confiance aux gens, et c'est un moment donné où on se débloque. Et de toute façon, il faut y aller. Quand il faut y aller, il faut repérer si oui ou non c'est une bonne opportunité. Pour moi, ça a été le cas. J'ai eu un bon expert comptable, un bon feeling avec Astera, et c'est parti. Et vous avez été effectivement bien accompagné. Et le sérieux commence dès que l'on parle de compromis de vente, sauf que l'on a peu de temps pour se décider, il faut être prêt. Alors l'accompagnement, c'est précieux. Comment on le met en œuvre? C'est justement notre prochain sujet. Si vous nous rejoignez, bienvenue. Si vous avez raté le début de notre live consacré à l'installation en officine, pas de panique, vous allez pouvoir retrouver cette émission en replay sur le site du Moniteur. Se lancer dans la reprise d'une officine, c'est bien.
S'entourer, c'est beaucoup mieux. Geoffrey, c'est pas vous qui allez me contredire, mais très concrètement, comment est-ce qu'on fait? Quels sont les points de vigilance à avoir? Alors, les points de vigilance, on a vu, il fallait faire donc ces fameux audits qu'on a vus tout à l'heure. Et avec qui? Parce que bon, l'adjoint travaille, il a son métier, il n'a pas le temps, lui, de faire tout. Donc, il doit être bien entouré. Il faut, j'appelle ça la team installation. Il faut savoir créer son équipe de spécialistes de l'officine qui vont, le moment venu, être capables d'analyser rapidement les documents que vous allez leur transmettre. Vous savez ce qu'il faut leur donner. Et ensuite, ils vont vous rendre leur analyse et vous pourrez donc faire un choix éclairé. Donc, très important de s'appuyer sur ces spécialistes de l'officine. Alors, je sais, Geoffrey, que vous avez une anecdote à nous partager justement à ce sujet, mais juste avant, regardons en vidéo comment Frédérique Lanlot, elle a, elle, de son côté, constitué sa team d'accompagnement. Lors de mon installation, j'ai contacté le groupement Centaliste parce qu'il proposait un booster d'apport, donc ce qui était un plus au niveau de la banque pour avoir le prêt. J'ai contacté d'autres groupements, j'ai contacté d'autres grossistes et c'est le groupement Centaliste qui a eu le meilleur suivi en termes d'études financières, d'explications, de cohérence par rapport à la banque. C'est pour ça que j'ai choisi ce groupement. Geoffrey, on vient d'entendre dans la vidéo que Frédérique, elle explique son choix par la qualité des explications, l'expertise de la team, comme vous l'appelez. Que peut-il se passer si la team n'est pas experte? Alors, Irène, vous parliez d'anecdotes. Oui. J'en ai deux, des cas où la personne a oublié de s'entourer ou de faire cet audit important. Un premier anecdote qui me vient, c'est deux pharmaciens qui voulaient reprendre une officine importante. Ils n'avaient pas suffisamment d'apport. Et à l'époque, ils avaient la chance de pouvoir se reposer sur une famille. Jusque-là, je vous suis. Il y avait des apports. Oui. Et donc, leur expert comptable, je l'ai appris un peu plus tard, mais je m'en suis rendu compte assez rapidement qu'il n'était pas un spécialiste, a dit on va loger la famille, les parents, dans une holding et va y avoir assez d'apports et on va pouvoir acheter la pharmacie via une SEL. Quand je leur ai posé la question, je leur ai dit donc vos parents, toutes ces personnes-là sont pharmaciens installés. Ils m'ont fait non, pas du tout, pourquoi vous me dites ça? Je leur ai dit, c'est pas possible sinon. Et là, l'expert comptable qu'on a rencontré, qui n'était pas un spécialiste, a dit, si, je fais des montages comme ça, avec des holdings, c'est courant, monsieur. Ouais, sauf qu'en pharmacie, il a appris, donc 2-3 semaines après, ils ont creusé et puis ils ont vu qu'on avait raison. C'était pas possible. Donc, et le deuxième point qu'on a rencontré aussi, c'est un pharmacien qui n'avait pas pris le temps, on est bousculé, je l'ai dit, c'est pas de sa faute, mais il avait omis un peu de creuser le bail avec un spécialiste du droit, un spécialiste juridique, et il s'est aperçu, 1 an après, qu'on lui a doublé son loyer. Et il a eu beau essayer de mettre en place des recours juridiques, ça n'a pas été possible, tel qu'était construit le bail, tel qu'il l'avait signé. Pourtant, c'était inscrit. Et c'était inscrit. Et oui, il aurait dû le voir, il aurait pu négocier. Mais là, c'était trop tard. Donc, il faut être accompagné par des gens qui connaissent la pharmacie. La pharmacie, c'est de l'économie, mais c'est aussi de la santé. Donc, il y a des choses spécifiques. Donc, il faut des spécialistes. Pas une entreprise comme une autre. Il faut des spécialistes. C'est pour ça que nous, au sein d'Astera, on a parmi toutes nos filiales beaucoup de spécialistes pour aider. Patrice Marteil, vous venez de nous rejoindre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Merci à vous. Bonsoir Irène. Bonsoir Geoffrey. Vous êtes responsable des partenariats chez Interfimo. J'ai une seule question. Comment est-ce qu'on valide le dossier bancaire ? Bien, c'est assez simple. En fait, un banquier, c'est quelqu'un d'assez pragmatique. Et quand on lui présente une demande de financement, il va se poser 3 questions. La première question, c'est à qui je prête ? C'est ce qu'on appelle communément chez nous le risque dirigeant. Donc on va analyser des choses très simples comme les a présentées Geoffrey tout à l'heure, c'est la situation familiale et son environnement, premier point. Le deuxième point qu'on va analyser, ça va être son patrimoine également, et notamment l'origine de son apport personnel. On va bien entendu regarder ses motivations. Voilà, c'est les grands points qu'on regarde sur l'analyse du risque dirigeant. La deuxième question qu'on se pose, en général, c'est pourquoi je prête ? C'est ce qu'on appelle chez nous le risque commercial. Donc là, on va analyser
l'environnement de la pharmacie, la concurrence, la zone de chalandise, les prescripteurs, effectivement, est-ce qu'il y a des prescripteurs, quel âge ils ont, etc. Donc, ce qui va nous permettre de valider tout l'environnement commercial du projet. La troisième question à laquelle il faut répondre aussi, c'est comment on me rembourse. Et comment on me rembourse? Eh bien, c'est le plan de financement et l'analyse du business plan, donc ce qu'on appelle communément le prévisionnel, qui doit correspondre et valider les deux autres risques précédents. Tout doit être parfaitement en phase. Et à partir de ce moment-là, on est assez pragmatique. Si le dossier se présente favorablement et que l'ensemble de ces éléments sont positifs, on valide le dossier. Et en général, on valide les dossiers dans plus de 90% des cas. Dans plus de 90% des cas, ce qui est très encourageant. Mais quelle structure est-ce qu'on va choisir, Patrice? Alors ça, c'est une question un peu plus complexe qui demanderait certainement beaucoup de développement. On n'a pas 3 heures, mais donnez-nous quelques petits indices. C'est pour ça que j'ai essayé de faire court. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que la structure juridique qu'on va choisir, elle doit être adaptée au projet et pas l'inverse. Ça, c'est primordial. Si vous avez, donc, il faut réfléchir à comment vous allez vous installer. Est-ce que vous allez vous installer seul ou à plusieurs avec un autre co-titulaire? Est-ce que vous souhaitez faire rentrer des associés dans le futur? Est-ce que vous achetez des parts ou un fonds? Toutes ces questions-là, il faut vous les poser, et c'est ça qui va définir vers quelle structure juridique vous allez aller, sachant qu'ensuite vous avez le choix parmi ces structures, parfois le choix, ou pas le choix d'ailleurs, entre l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, ou choisir un régime assimilé aux salariés, ou être en travailleur non salarié, avec les impacts sociaux, de couverture sociale qui vont avec. Donc différents cas de figure. Avant de parler avec vous d'amortissement, il y a une question qui, je pense, vous concerne, en tout cas on va la prendre maintenant. Est-ce qu'il faut absolument passer par un transactionnaire, d'après vous? Il se trouve que c'est un marché où les transactionnaires jouent un rôle très important. Donc, trouver une pharmacie sans passer par un transactionnaire, ce n'est pas chose aisée. Alors, parfois, votre expert comptable peut vous orienter parce qu'il est spécialisé dans la pharmacie, il a parmi ses clients un pharmacien qui est vendeur, et si vous êtes par ailleurs déjà client chez lui aussi, il peut y avoir un swap sur la pharmacie. Mais c'est vrai que dans la grande majorité des cas, il y a quand même une grosse partie du marché qui passe entre les mains des transactionnaires. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Les transactionnaires sont là aussi pour accompagner les pharmaciens en dégrossissant le dossier, en jouant le rôle d'intermédiaire entre le vendeur et l'acquéreur, et souvent en temporisant les deux parties, ce qui permet d'aboutir à une session dans de bonnes conditions. Oui. Je regarde ici mon petit écran parce que ça bouillonne côté question. Oussem vous demande, est-ce que les comptes perso du titulaire sont également analysés pour le crédit? Ça rentre en ligne de compte? Les comptes personnels, pas nécessairement. Ce qu'on regarde, c'est le train de vie. Et ça, on le voit au travers de ces comptes personnels. Effectivement, si on voit des crédits à la consommation un peu partout, on va se poser des questions sur le train de vie, parce qu'effectivement, le train de vie, il va falloir le maintenir, et il doit être en phase avec la rentabilité de la pharmacie et l'endettement qu'on met dessus, oui. L'amortissement, quid de l'amortissement? Question aussi technique. Oui. D'abord, peut-être expliquer ce que c'est que l'amortissement du fonds de commerce, parce que je pense que c'est ça dont il s'agit. Donc, c'est une possibilité qui existe depuis quelques temps déjà, encore pour quelques années, sauf prorogation éventuelle. Le principe, c'est le principe de réaliser une économie de trésorerie qui est faite par le fait que vous allez passer chaque année une écriture correspondant à 10%, puisque c'est étalé sur 10 ans, du prix d'acquisition du fonds de commerce. Donc, pour faire simple et illustrer mon propos, sur la base d'un fonds de commerce de 1 million, vous allez passer une écriture fiscale de 100 000 euros par an, donc sur 10 ans, qui va générer, sur la base d'un taux d'IS, si on est à l'impôt sur les sociétés, de 25%, une économie annuelle de 25 000 euros. Donc 250 000 euros sur la totalité du crédit. La question qui nous vient et qui nous est souvent posée derrière, c'est puisque je vais faire une économie, est-ce que j'ai besoin de mettre mon apport personnel? C'est une bonne question. Oui. Sauf qu'au moment où vous allez acheter la pharmacie, vous n'avez pas encore réalisé cette économie, ce gain de trésorerie, vous ne l'avez pas encore réalisé. Donc, vous êtes bien obligé de mettre l'apport personnel que vous aviez prévu dès le départ. Souvent, la seconde question qu'on nous pose sur le sujet, c'est est-ce qu'à partir du moment où je réalise cette économie fiscale, est-ce que ça va aider à faire passer mon plan de financement et mon prévisionnel auprès de la banque? La réponse, là aussi, est non. Pourquoi? Parce que c'est un choix qui va être opéré à la fin de la première année. Au moment où on sort le premier bilan, c'est là qu'on va faire le choix, amortissement ou non du fonds de commerce. Donc, au moment où le dossier est présenté à la banque,
Ce choix-là n'est pas encore définitif. Et nous, du point de vue de la banque, on a tendance à penser qu'il faut que le dossier passe sans amortissement. Et du coup, il pourra éventuellement être pratiqué. Ce sera simplement un gain de trésorerie supplémentaire. Le troisième point qu'il faut retenir sur le sujet, c'est qu'il y a quand même quelques écueils à éviter. Il faut savoir que la première année, il y a des droits et frais. Repasser en plus une écriture comptable qui va diminuer le résultat peut conduire à des fonds propres inférieurs à la moitié du capital social, voire à des fonds propres négatifs, ce qui peut engendrer des difficultés dans les relations avec les partenaires, la banque ou des fournisseurs, puisque qui dit des fonds propres négatifs dit une mention sur l'extra cabis, premier point. Et puis il y a d'autres points derrière qu'on ne peut pas forcément développer aujourd'hui, mais qui seront à développer avec l'expert comptable qui va suivre le primo-installant, qui est notamment, en cas de sortie, l'arrivée d'autres associés, dans quelles conditions, puisque si on passe une écriture fiscale et qu'on a moins de résultats, on a moins de dividendes à verser pour permettre à l'associé qui est susceptible de rentrer de financer l'acquisition des titres. Alors, je vais vous poser une dernière question, Patrice. À quoi est-ce qu'on doit faire attention pour son plan de financement? Mais ça, c'est outre les 15 à 20% d'apport. Quels sont les leviers financiers sur lesquels on peut jouer, qu'on peut activer? Alors, il y a plusieurs solutions. Il y a déjà le montant de l'apport nécessaire. Il varie selon le type d'acquisition. Si vous achetez des titres, notamment des titres de sel, encore plus de CELAS, j'allais dire, le montant des droits et frais est réduit, donc ça permet de limiter un peu l'apport. Ensuite, il y a effectivement la commission du transactionnaire qui est à payer. Et en général, finalement, l'apport, il doit correspondre au montant des droits et frais, ainsi qu'aux frais de transaction. Ce qui fait que la banque va financer à peu près aux environs 100% du prix du fonds. Il y a des aides que vous pouvez obtenir. La première aide, la plus classique, et certainement peut-être la meilleure, c'est l'aide familiale, Oui. le prêt ou le don. Là aussi, en cas de don, il faudra faire attention et bien faire attention à ce point-là avec un notaire, parce qu'il s'agit que ce ne soit pas rapporté à la succession. Donc ça, c'est un point de vigilance quand même qui est très important. Donc prêt ou don familial. Et puis ensuite, on a vu émerger depuis maintenant quelques années de nombreux boosters d'apport, qui sont des aides à l'installation. Je voudrais simplement rappeler sur le sujet qu'un booster d'apport n'est pas un apport. C'est une aide qui permet de compléter justement un manque d'apport, que ça reste un crédit qui doit être remboursé dans l'immense majorité des cas quand même. Et puis, par contre, c'est vrai que ça permet d'aider au démarrage en donnant souvent un peu plus d'oxygène au dossier par des mécanismes de différé d'amortissement. Donc, ça permet de donner un peu d'oxygène au dossier dans la phase de démarrage, et ça, c'est toujours important, et c'est souvent ce qui est recherché. Donc, plein de boosters qui se sont développés sur le marché. Je ne vous ferai pas la liste tout de suite. On a nous-mêmes développé notre propre booster, et puis on a un booster qu'on a également en partenariat avec la SERP Rouen et qui fonctionne plutôt bien, on en est très satisfait. On a parlé d'apport. Stéphanie s'inquiète. Peut-on acheter sans apport? Ça me paraît compliqué. Ensuite, c'est vrai qu'on peut acquérir une pharmacie avec l'aide d'un investisseur et un apport extrêmement limité. Donc, en général, quand même, il faut au minimum 30 000, mais c'est vraiment le minimum du minimum, et à condition d'être accompagné avec un investisseur qui a un peu les reins solides et qui va compléter cet apport. Mais acheter avec un apport inférieur à 10%, même dans les meilleurs cas, c'est quand même compliqué. D'accord, et ce n'est pas ce que vous conseillez? Il faut conserver aussi une marge de manœuvre sur le dossier, c'est-à-dire qu'il faut que la pharmacie et que le plan de financement permettent de démontrer qu'à un moment donné, même si les choses ne se passent pas aussi bien que ce qu'on avait prévu au départ, on ait quand même un peu de ressources en face, quoi. D'accord. Merci Patrice Marteil pour cet éclairage. Merci on va revenir sur, vous avez précisé à plusieurs fois le booster d'apport. J'offrais quelques précisions, parce que ça ne s'appelle plus comme ça. C'est pas que ça s'appelle plus comme ça, c'est que chez nous, le booster, ça s'appelle le Pharminstall. D'accord. Le Pharminstall, donc effectivement, certainement cautionne ce prêt fait par Interfibro qui vient compléter l'apport. C'est important. Il faut bien se rendre compte que le montage financier doit être bien étudié à la fois par l'expert comptable spécialisé et par les équipes de conseil financier de SERP Rouen, voilà, il y a un bon dosage. C'est un peu comme les médicaments, le booster, d'abord c'est pas automatique comme les antibiotiques, et puis il faut aussi savoir bien le calibrer pour que ça soit le bon outil au bon montant et que ce soit pas un handicap après dans le futur. Ça, c'est un calibrage qu'il faut avoir.
Alors, on vient de voir le financement, la partie administrative. On a peut-être été un peu long sur cette partie, mais c'est qu'il y a beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations là-dessus. Il y a encore certains points à ne pas oublier. On va chez le notaire, on signe, et puis c'est parti, ça y est, on rentre dans la gestion, le management au quotidien de l'officine. Et c'est de ça dont on va parler maintenant. Nous sommes de retour sur le plateau de votre live, réussir son installation en officine, avec Geoffrey Blondel, directeur de la gestion officinale chez Astera, et Fabien Carême, pharmacien titulaire à Paris dans le 3e arrondissement. Alors l'installation ne s'arrête pas à la signature chez le notaire. Plus l'installation sera anticipée, mieux elle sera. Geoffrey, comment peut-on optimiser son démarrage ? Alors, optimiser son démarrage, c'est arriver au premier jour, aux premières semaines, sans trop de charge mentale, émotionnelle ou stress, parce que les équipes vont le sentir, les patients aussi. Alors, on doit faire du comptoir pour se présenter à la nouvelle patientèle, faire en sorte que l'équipe tout de suite se sente bien. Donc, plus on est préparé à l'avance, mieux c'est. Et ça passe par tout un tas de petites checklists d'éléments assez techniques, mais par exemple la carte CPS, bien penser à ce que ça démarre bien l'avoir au bon moment, le LGO, se familiariser avec le logiciel de l'officine, les mutuelles, régler tout ce problème-là, parce que si l'argent n'entre pas, ça peut être un problème. Des choses toutes bêtes, le code de l'alarme, l'électricité, etc. Enfin, c'est des choses parfois qui peuvent créer des problèmes tout bêtes, mais qui peuvent être handicapants. Savoir ouvrir sa marché aussi. On va arriver, on reprend une officine. Si c'est le moment où on doit passer ses marchés, il faut s'y préparer. La boîte mail. À un moment donné, il y avait des mails qui arrivaient à l'officine. Comment on règle tout ça? Et puis, voilà, c'est toutes ces choses qu'il faut bien avoir en tête. Plus on est préparé avant, plus on a bien préparé ça, plus on arrive et on est relax. Bonjour la charge mentale quand même. Ah oui, mais après, ça se passe bien. Fabien, comment est-ce que ça s'est passé pour vous avec l'équipe? Justement, on va rentrer un petit peu dans le management. Oui, déjà, il faut savoir que quand on reprend une affaire, on reprend son personnel. Oui. Donc, en gros, on n'a pas trop le choix. Mais la chance que j'avais eue, c'est que le titulaire d'avant m'avait laissé 2-3 mois venir travailler un petit peu pour m'imprégner de l'état d'esprit et de créer une première collaboration, un peu d'amitié avec les employés. Donc, déjà, ça, c'était un très gros point. Après, malheureusement pour moi, bien qu'une amie m'ait prévenu que faire 5 mois de stage de management était vraiment important, je suis passé outre cette information, dont je regrette amèrement. Ça vous manque vraiment aujourd'hui? Oui, clairement. Bien qu'au bout d'1 an et demi maintenant de charges importantes, qu'elles soient mentales et administratives, on commence à gérer. Après, il faut bien avoir en tête que moi j'ai une petite pharmacie, je dis qu'on n'est que 4 dans la pharmacie. C'est un peu la famille parce que on travaille avec eux, ils ont tous 35 heures, donc ça fait 105 heures sur la semaine. C'est quasiment autant le temps qu'on les voit eux, on passe du temps avec eux qu'avec notre propre famille. Mais alors du coup, effectivement, vous n'êtes pas nombreux, petite équipe. Vous arrivez à déléguer, Fabien? C'est très important. Honnêtement, c'est très important. Je me souviens d'une phrase que j'avais apprise à la fac qui disait qu'un bon patron était un bon délégant. Et honnêtement, aujourd'hui, si je ne délègue pas, j'ai le temps de rien. Alors, vous parlez de délégués. On a aussi posé cette question à Frédéric Lanlot, notre pharmacienne dans les Hauts-de-Seine. On a posé cette question du management de l'officine. Regardons en vidéo son retour d'expérience. L'équipe est formée bien sûr sur la vaccination. Nous sommes donc 3 pharmaciens, 2 adjoints plus moi. On a tous suivi une formation sur les nouvelles vaccinations, en plus du geste vaccinal. Au niveau des spécificités, j'ai une de mes préparatrices qui va suivre une formation de 3 jours sur l'allaitement, parce qu'on a une patientèle très jeune, donc on a un parc de tire-lait en location qui est assez étendu, et là elle va se former spécifiquement sur l'allaitement pour être à même de donner des conseils appropriés. Et moi j'ai également un DU d'aromathérapie, puisqu'on développe énormément tout ce qui est aromathérapie, médecine naturelle. Je pense que quand on est dans des domaines assez spécifiques, il faut quand même bien connaître le produit. L'aromathérapie, il y a quand même
Pas mal d'effets secondaires, donc on ne peut pas conseiller comme ça sans se former. En plus du DU, les équipes sont aussi formées en interne par des petites formations plus simples. Alors, on vient de l'entendre dans les propos de Frédérique Lanlot, elle encourage son équipe à se former. Geoffrey, la formation, c'est incontournable ? Oui, il faut se former, c'est très important et il faut se former en management, on en a parlé, pour garder ses talents. C'est important pour... moi, j'interviens dans une dizaine de facs aujourd'hui pour faire les cours de management. Il y a peu de cours de management et pourtant, si ça représente 1% des cours, ça va représenter 98% de la problématique du pharmacien qui va s'installer et qui va vouloir piloter les équipes. D'accord, c'est plus le 20-80, c'est le 2-98. Je pense qu'on est à 2,98. Fabien me confirmera la chose. Donc, il faut se former à la fois, bien sûr, sur les domaines que l'on veut animer dans l'officine, mais aussi en management. Il faut pouvoir conserver ses équipes pour conserver les talents, c'est-à-dire s'ouvrir à ces équipes, être dans le participatif, pour qu'ils s'approprient eux-mêmes la stratégie, le développement, l'activité, les gammes qu'on va mettre en avant, le côté serviciel de l'officine. Il faut à tout prix être le manager qui va fédérer l'équipe, la motiver, faire en sorte qu'ils arrivent le matin avec le sourire et l'envie de travailler. Ça va se ressentir forcément au niveau de la patientèle. Alors, on est sur un marché en tension. Quid du recrutement, Fabien ? Vous faites comment ? Excellente question. Eh bien, on fait comme tout le monde, on se débrouille. Je vous avoue que moi, je marche beaucoup au feeling. Dans toutes les prestataires que j'ai choisis au cours de ma vie d'adulte, je l'ai beaucoup fait au feeling, donc pro ou perso. Et après, comme je vous ai dit, j'ai beaucoup travaillé au début, après avoir fini la fac, et je me suis constitué un réseau auquel j'ai la chance de pouvoir compter sur à l'époque des collègues qui sont maintenant des amis, qui puissent venir un peu me dépanner de temps en temps par-ci par-là, faire un samedi, qui me laisse un petit peu de temps libre. Ça, c'est assez agréable. Et sinon, pour les autres types de recrutement, vous avez les plateformes d'intérim. Et puis après, moi, j'ai beaucoup fonctionné aussi par Jobs de Pharma sur Facebook, qui est un bon outil rapide et assez efficace. Malheureusement, après, on ne peut pas savoir qui vous dit la vérité et qui vient ou ne vient pas au rendez-vous. Mais je retiens quand même un mot que vous avez dit, le feeling. Donc il y a un style, Fabien Carême, et puis il y a un autre style incarné par Frédérique Lanlot. Regardons de son côté son expérience du recrutement. Quand j'ai repris l'officine, je savais que j'allais avoir un gros problème de personnel, puisque quand on reprend une officine dans laquelle on est déjà adjoint, ça fait immédiatement une personne en moins. Je voulais me remplacer par un préparateur, parce qu'on était 2 pharmaciens adjoints, donc c'était suffisant par rapport au bilan. Je savais aussi qu'il y avait une préparatrice qui était enceinte, qui allait être en congé maternité, et qui a été en congé maternité beaucoup plus tôt que prévu. Et la 2e pharmacienne adjointe prenait sa retraite 6 mois après. Donc, au bout de 6 mois, je me suis retrouvée toute seule de l'ancienne équipe dans une période très compliquée pour recruter. Et là, ça a été quand même très compliqué, avec déjà très peu de candidats. Et il m'a fallu 1 an pour recruter une préparatrice. Le problème du recrutement est généralisé sur toute la France, que ce soit pour les préparateurs ou les pharmaciens. C'est quelque chose qui est récurrent depuis la période Covid. J'ai du mal à comprendre les explications, mais il y a très très peu de candidats. Sans parler des prétentions salariales, malgré tout, avant même de parler salaire, il n'y a pas de candidats. Geoffrey, on vient de l'entendre dans la vidéo. Frédérique, elle se questionne sur ce problème généralisé du recrutement. Alors Fabien nous a dit tout à l'heure que c'était souvent du feeling. Comment est-ce qu'on attire les talents en officine ? Vous avez des trucs ? Il y a le feeling, sûrement. C'est une bonne solution. On essaye, je sais qu'avec Santalis, ils mettent en place des éléments pour accompagner dans le recrutement, pour savoir rédiger l'offre, pour savoir choisir les médias, choisir les réseaux dans lesquels diffuser l'offre. Mais c'est vrai qu'il y a des difficultés très claires en ce moment pour recruter. Donc, il faut redoubler d'inventivité. Et puis, il faut aussi
faire en sorte de bien faire le point sur son officine. Tous les points de convivialité, ce qu'on va proposer, une officine bien organisée, avec une atmosphère agréable, une équipe soudée, motivée, ça c'est important aussi parce que les personnes vont être sensibles à cela et vont être plus attirées par une officine qui va présenter tous ces éléments-là. Donc on revient au management et on revient à la qualité managériale qu'on va avoir développée dans l'officine. Et puis aussi bien positionner son officine, faire en sorte que la personne, que la rare personne peut-être qu'on va réussir à accrocher, comprenne bien et la stratégie de l'officine. Et sûrement y adhèrent et se disent, tiens, cette officine propose une stratégie très intéressante. Vous venez de dire des mots précieux, qualité managériale. Alors là, ça s'affole. Rabia nous demande où peut-on, enfin vous demande où peut-on se former au management? Ah oui, bonne question. Alors, on a une filiale dans le groupe Serpent-Rouen qui s'appelle Serpent-Rouen Formation et qui a mis en place ce qu'on appelle l'école du futur installé. C'est-à-dire, ça vous permet pendant 2 jours d'avoir des formations en gestion, merchandising et à la fin, une formation en management de l'officine avec des côtés très pratiques, puisque des fois, on a même des pharmaciens qui s'étaient installés et qui viennent et qui ont été adjoints et qui reviennent à cette formation-là. Donc, on échange. Il y en a qui n'ont jamais été titulaires. Donc, c'est très interactif, très pratique. Généralement, ça se passe très bien. Ils sont très contents. Alors j'ai une autre question parce que forcément, on vous l'a dit, l'origine de cette émission, c'est il faut s'installer, allez-y, on va vous accompagner pour faire de cette installation une réussite. Et puis il y a une question très pragmatique à laquelle effectivement je n'avais pas pensé, c'est Tom qui nous la pose. On parle de pénurie de pharmaciens adjoints. Est-ce que c'est vraiment intéressant de s'installer alors qu'on va avoir du mal à recruter ? Ah, mais ça c'est une bonne question, mais on va avoir du mal à recruter. Madame Lanlot le disait, elle ne comprend pas très bien pourquoi finalement il n'y a plus de pharmaciens. Alors on sait qu'on en manque, mais on a aussi un phénomène de regroupement qui s'opère sur les officines. Et puis on a des pharmaciens. Alors c'est vrai que là, récemment, il manquait des pharmaciens en 2e année. Les facs n'avaient pas fait le plein. Donc c'est une question que l'on peut se poser. Mais jusqu'à maintenant, les gens qu'on a installés, on peut être rassuré, ils ont réussi à trouver des adjoints. Bon, donc on y arrive quand même. Pas facile, mais on y arrive quand même. Tom, c'est pas facile, mais on y arrive quand même. Oui. S'il est bien accompagné. S'il est bien accompagné. Il devrait pouvoir y arriver. Merci Geoffrey pour ces conseils. Alors, on va retourner voir Frédérique Lanlot parce qu'elle nous parle justement de l'histoire, qu'elle a créée avec son équipe. Elle a pris en compte les compétences et les appétences de chaque personne. Regardons en vidéo. Pour garder l'équipe, je pense que l'ambiance est importante, que ce soit entre l'équipe et le titulaire, mais entre les différents membres de l'équipe. J'essaye de garder un bon lien avec tout le monde, d'être arrangeante sur les horaires, les demandes de congés, enfin dans la mesure du possible. Il est important aussi de pouvoir confier des tâches à l'équipe. Ce qui est possible maintenant parce qu'on est plus nombreux, ce qui n'était pas possible du tout au début de l'installation, je déléguais absolument rien par manque de temps parce que les équipes faisaient que du comptoir, des réceptions de commandes et j'étais même moi-même obligée de ranger en dehors de la fermeture, donc je pouvais pas déléguer plus. Maintenant, les équipes, certaines s'occupent de la PDA aussi puisqu'on fait beaucoup de mise en pilulier, donc ça, il y a 1 ou 2 personnes attitrées, de gestion des vitrines. Je ne sais pas si responsabiliser, ça permet de fidéliser l'équipe. Je pense que c'est tout un ensemble. Je pense qu'il y a beaucoup de questions qui rentrent en jeu, si les plannings leur convient, si l'ambiance convient. Je pense que c'est plus ça que responsabiliser. La gestion au quotidien est importante. Frédérique Lanlot vient de le dire. Il faut aussi déléguer quand c'est possible. Il faut gagner du temps. Il faut sécuriser la dispensation. Ça passe par des solutions digitalisées pour faciliter le quotidien. Fabien, je crois que vous n'êtes pas adepte de la digitalisation de l'officine et pourtant vous êtes convaincu. C'est presque un paradoxe. Tout à fait, ouais, tout à fait. Bon, comme on disait tout à l'heure,
tout se met en place au fur et à mesure. Pour moi qui prend le temps d'apprendre par moi-même, c'est peut-être pas la bonne solution, hein, mais c'est la mienne en tout cas. La digitalisation, je ne la maîtrise pas encore. Je ne maîtrise pas encore, bien que j'ai envie de faire un site internet, de parler du click and collect. Aujourd'hui, on essaye de faciliter les choses aussi avec la téléconsultation. Hein, je suis encore en exploration sur tout ça, qui est quand même un outil très très agréable, notamment pour des renouvellements, pour des consultations d'urgence, s'il y a lieu de le dire. Voilà, après moi j'essaie aussi d'avoir une enveloppe un peu budget travaux pour pouvoir avoir un espace de confidentialité et mettre à bien un peu tout ça pour faciliter la digitalisation. Je rappelle, Fabien, que vous n'êtes installé que depuis 2021, donc Oui, vous êtes en novembre 2021. Novembre 2021, donc vraiment vous êtes en train d'expérimenter, de grandir petit à petit et de mener à bien votre projet. Hein. Enfin, c'est ça, tout à fait. Je ne veux pas dire que vous êtes un bébé pharmacien, pas du tout, mais votre officine, elle grandit en tout cas, petit à petit. Un bébé titulaire, si vous voulez. Un grand bébé titulaire. La digitalisation, c'est un gros défi, Geoffrey. C'est un gros défi incontournable. On l'a vu d'ailleurs, si on revient au Covid, hein, la digitalisation a servi à la pharmacie pour tout ce qui était les prises rendez-vous, les rendez-vous Covid, etc. Tout le monde a été obligé de s'y mettre un peu. Alors l'officine, il ne faut pas se battre trop la coulpe, parce qu'on est déjà, le pharmacien est déjà bien informatisé, bien digitalisé, il télétransmet des flux à la Sécu, il télétransmet au répartiteur, il a déjà beaucoup d'écrans dans la pharmacie. Donc voilà, on ne veut pas dire qu'il y a du retard. Mais ce qui se profile, il y a de plus en plus dans la santé de digitalisation. Hein. On va prendre le plan Ma Santé 2022. Hein. Les autorités de santé ont mis des milliards sur la table pour digitaliser la santé. Il y a le plan 2023-2027 aussi par le ministère de la Santé et son département digitalisation qui va très fort avec Mon Espace Santé. Hein. Maintenant, tous les patients ont un espace santé dans lequel ils peuvent mettre l'ordonnance et puis la transmettre. On voit que tout ça va très vite. Fabien a parlé du click and collect, il a raison. On a la téléconsultation, on a les écrans qui peuvent être sur le lieu de vente, on a même maintenant des linéaires virtuels dans certaines pharmacies. Donc, bon, tout ça, je dis, il faut à chaque fois avoir une approche raisonnée et raisonnable. Nous, toutes nos filiales du groupe sont en veille pour à chaque fois essayer de proposer, aux pharmaciens les meilleures solutions, les meilleurs prestataires pour se préparer à ces outils de digitalisation, comment les choisir. Et c'est important parce qu'on va arriver dans ce qu'on appelle le parcours de soins digitalisé. Hein. Tous les professionnels de santé vont échanger entre eux. Donc il est capital que le pharmacien soit, pour moi, le numéro 10, le meneur de jeu. Pardon. Pour celui qui va être effectivement au plus proche. Et puis, vous le dites, on gravite tous effectivement autour, mais c'est toujours pour le bien du patient. C'est nous au milieu. Oui, tout à fait, c'est vous au milieu et c'est important. C'est important que le pharmacien ait sa place entière dans ce parcours de soins digitalisé parce que Amazon n'y sera pas. Tout un tas de personnes qui gravitent autour n'auront pas cette qualité, ne seront pas dans ce réseau protégé où on va échanger les données de santé de chacun d'une manière protégée et optimisée. Et le pharmacien a un rôle important pour cette santé 2.0. Et au passage, une petite pique pour Amazon. J'ai relevé un mot dans ce que vous venez de dire, c'est qualité. Et Fabienne nous pose une question, c'est pour ça que je vous garde en plateau tous les deux, mais on va y répondre ensemble. Sur la certification qualité, est-ce qu'elle est pertinente dès l'installation? Je pense que Fabienne veut surtout parler de démarche qualité. Fabien, ça vous parle, une démarche qualité? C'est trop tôt pour vous? Non, alors, trop tôt pour la mettre en place complètement, je ne suis pas sûr qu'on puisse dire ça. Mais par contre, c'est assez important parce que ça vous donne quand même une certaine ligne à suivre qui est très importante de par déjà la qualité. Ça peut être très simple, de par même tout simplement avoir un accès facilité pour les personnes handicapées, tout comme par exemple une personne qui vient vous remplacer, enfin je parle pour moi, pharmacien titulaire, qui vient vous remplacer et qui ne sait pas faire marcher telle chose ou comment réceptionner une commande parce que vous n'avez pas le bon logiciel, d'avoir simplement une fiche détaillée de comment faire pour faire par soi-même. Des process, exactement. Des process bien établis. Voilà, mais après il y a encore d'autres choses dont je ne maîtrise pas tout, mais le pharmacien aujourd'hui étant presque dans l'obligation de faire cette démarche-là.
Tout passe par, là, on peut prendre par la lorgnette de la digitalisation. Nous, on a la filiale EasyFarm qui présente un logiciel Léo très performant pour structurer, processer, organiser toute son officine. Et c'est vrai qu'ensuite, aller à la certification sur des bases d'un outil performant comme ça, eh bien, ça lui permet de dérouler à la fois l'organisation de son officine et derrière, d'assurer un management aussi pour les équipes. Si tout est plus clair, tout est plus formalisé, eh ben, c'est du confort. Et ça, c'est important. C'est le confort et de la sécurité. Certificat de qualité et démarche du confort. Merci pour ces explications et précisions, Geoffrey. Merci Fabien, merci d'avoir accepté de témoigner. Bon retour dans le 3e. On va tout de suite vous parler effectivement en live. On va tout de suite répondre aux questions que vous nous avez posées et ça va être la dernière partie de notre webinaire. Je suis toujours en compagnie de Geoffrey Blondel. Nous allons maintenant répondre aux nombreuses questions. On n'a pas pu toutes les prendre. Geoffrey, alors on va revenir peut-être sur des choses qui ont déjà été dites. Élodie vous demande quelles questions se poser pour choisir son groupement. On l'a déjà abordé un petit peu, mais de façon très synthétique. Comment on peut la rassurer ? Après avoir entendu tout ce qu'on a dit ce soir, elle a vu qu'il y avait tout un tas de... faut créer sa team installation, faut avoir des professionnels avec soi pour tous ces audits que l'on doit faire. Donc elle doit challenger le groupement sur tout ce qu'il est en mesure de proposer avant, pendant et après l'installation pour mieux la suivre. Moi, je sais que chez Santalis, il y a des conseillers en développement officinaux qui sont des vrais coachs avec les conseillers financiers SERP. Ils accompagnent avant, pendant et après, et dans le meilleur des cas. Donc, c'est vraiment très important de bien faire son choix par rapport à ça. Faire son choix, bien se poser les questions, bien étudier effectivement tout ce qui vous est proposé. Julie, est-il plus intéressant et moins risqué maintenant et pour les années à venir de faire une reprise d'officine plutôt qu'une création ? Alors Julie, son cœur balance. Alors les créations d'officine, il y en a plus beaucoup. Hein, ça va être de plus en plus difficile et c'est très rare. Donc il peut y avoir des transferts. C'est un achat d'une licence que l'on va transférer et on va plutôt faire maintenant des regroupements d'officines et des créations. Je pense qu'il y en a, faut pas du tout compter dessus. D'accord. Ça va pas être, c'est pas dans l'air du temps. On est plutôt au regroupement d'officines. Julie, on oublie la création. Une autre question, est-il trop risqué d'utiliser une partie de l'argent résultant de la vente de son appartement comme apport ? Trop risqué. Là, on fait du sur-mesure. Oui, non. Forcément qu'il faut... Là, c'est du vécu. Patrice Martel l'avait dit, il faut un apport minimum. Hein. Donc, si on doit l'apporter réellement, parfois, effectivement, une partie de la vente de l'appartement, tout ou partie de la plus-value de la vente de l'appartement, parce qu'il se peut qu'on n'ait pas fini de rembourser l'emprunt de cet appartement, on doit l'apporter, parce qu'il faut quand même sécuriser. Plus on apporte quand même, plus l'opération financière est sécurisée. Alors, encore, c'est Renaud qui demande, là c'est une question un peu plus générale, quand sait-on qu'on est prêt à s'installer ? C'est vrai qu'on a vu deux cas de figure très différents. Fabien Carême, titulaire dans le 3e à Paris, qui dit « c'est une opportunité ». Frédéric Lanlot dans les Hauts-de-Seine qui dit « je prends mon temps ». Quand est-ce qu'on est prêt finalement ? C'est tellement personnel, mais je vous la demande quand même. Oui. Non, mais on me l'a posé souvent. Hein. On me dit comment je sais ? Alors je sais qu'il y a des personnes qu'on peut suivre pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, et puis ils vont jamais passer le pas. Et puis il y en a d'autres qui, à l'instinct, vont dire à un moment donné, allez, je suis prêt, et en 4 mois, ils vont trouver l'officine qui leur plaît. Ça dépend du tempérament de chacun. Ce que je conseille, c'est de repasser, en tout cas, de respecter tout le processus qu'on a vu en début de ce webinaire. C'est la meilleure manière de se préparer, en tout cas. Et si on est bien préparé, si on se projette bien dans le futur, si on est bien entouré aussi, je pense qu'on va le sentir à un moment donné. Le pas, ça va venir tout seul. Seul ou en association ?
Là encore, il y a des gens qui hésitent. Il y a tellement de paramètres, on les a vus tout à l'heure. Ouais, mais, pareil, le fait d'échanger avec son équipe de professionnels, avec son groupement, avec son conseiller financier. Nous, je sais qu'on a souvent ces situations-là, hein, le conseiller financier Serpent-Rouen, le CDO Santalis, ça échange avec aussi le directeur de l'agence Serpent-Rouen, les commerciaux Serpent-Rouen. Ça crée une saine émulation, on travaille, on construit avec l'adjoint, avec le futur installé, avec son expert comptable, son banquier, l'agence de transaction. Voilà, ça crée une émulation et naturellement, ils vont voir que ça se décante. Si c'est bien travaillé, ça va se décanter. c'est simple. Quand on vous écoute, Geoffrey, c'est super simple. On en a installé beaucoup et on continuera à en installer beaucoup. Au début, Ça se passe bien. au début de ce live, on a dit que c'était un projet bien évidemment humain. C'est aussi un projet géographique, un projet familial, etc. On parle ici avec Sarah de géographie. Bonsoir Geoffrey, avez-vous un conseil pour le cas du rachat d'une officine en campagne ? Oui, le conseil, je pense que derrière, elle se demande peut-être, est-ce qu'il faut, campagne oui ou non? J'imagine que c'est ras des villes, ras des champs, donc c'est campagne. On a fait de très belles installations en campagne. Une pharmacie en campagne, dans un gros bourg, avec des médecins encore en place, avec une commercialité existante. Ça peut être une très belle affaire. Pareil, on passe au crible de tous ces éléments, de guide pratique de l'installation, et puis on peut tomber sur une belle affaire et une bonne chose, pas forcément avec un chiffre en plus mirobolant. Alors, Antoine, ouverture du capital, opportunité ou risque ? Aujourd'hui, ouverture du capital, il pense à d'autres professionnels que le pharmacien ou à d'autres entités. Regardez comment ça se passe en France aujourd'hui, surtout avec la période Covid. On s'est aperçu que la pharmacie française aujourd'hui, telle qu'elle était conçue avec ses lois, a tenu la barre, a couvert, continué à avoir un très bon mapping de tout le territoire et était présente, forte, impliquée, avec des titulaires qui possèdent leur officine, qui sont des pharmaciens indépendants. Et je pense que ce modèle-là a montré toute sa résistance et toute son efficacité. Des pays ont ouvert le capital. Si vous lisez ce qui s'est passé à droite à gauche dans ces pays-là, il y a des trous dans la raquette. Je pense que nous, on a la chance en France d'avoir un bon système. Donc le pharmacien indépendant, c'est bien. En tout cas, la coopérative Astera représente les pharmacies indépendantes. Alors, merci Geoffrey de notre live. Je me dépêche parce que notre live touche à sa fin, mais je crois qu'on a encore le temps pour une ou deux questions si vous êtes d'accord. Je prends sur moi de dépasser de quelques minutes. Maxime, les prix des produits à l'achat augmentent, comme dans le secteur de la grande surface. Est-ce qu'on peut espérer un retour à la normale ? Faut-il attendre ce retour à la normale pour s'installer ? On n'a pas de boule de cristal, Geoffrey, mais je vous le demande quand même. Alors, ça, moi, je suis assez ancien dans le métier, hein, j'ai une grande expérience, donc je dis toujours aux titulaires quand on fait des soirées sur la gestion de l'officine avec nos sociétaires dans les différentes agences Serpent-Rouen en France, ça fait des années et je ne me rappelle pas à un moment donné où, par exemple, les pharmaciens m'ont dit « oui, c'est bon, c'est le moment pour les jeunes de s'installer ». Ça n'a jamais été le moment. Et en fait, je leur dis, mais un pharmacien qui sera installé il y a 14 ans et qui aurait payé son officine aujourd'hui, ce serait bien ou pas bien? Et ils me disent, ah, ce serait très bien. Donc, il y a un moment donné, on peut toujours trouver des raisons pour ne pas s'installer, mais je crois qu'on a démontré ce soir qu'il y avait beaucoup de raisons pour s'installer. Beaucoup de raisons pour s'installer. Et il y a une question qui est plus personnelle. Il y a quelqu'un qui veut une consultation très personnalisée sur vos coordonnées. Non, Rabia, on peut retrouver toutes les infos concernant Geoffrey Blondel et la coopérative Astera sur leur site internet. Et grâce évidemment au replay, si vous avez loupé le début de cette émission. Voilà, merci Geoffrey pour votre expertise et votre pédagogie. Merci beaucoup Irène, c'était super, merci beaucoup à vous. Chers internautes, vous avez désormais les clés pour vous lancer, en tout cas je l'espère, vous allez pouvoir vous poser les bonnes questions. Et je vous rappelle que ce webinaire réalisé avec le soutien de la coopérative Astera sera disponible très bientôt sur la plateforme du Moniteur des pharmacies. Merci beaucoup Geoffrey. Merci, bonsoir à tous. Et moi je vous dis à très bientôt. Bonsoir.